Le président camerounais s'inquiète de la recrudescence de prise d'otages. Paul Biya dit vouloir y mettre fin dans la Damawa. En Éthiopie, l'ONU salue la décision du pays d'accorder aux réfugiés la possibilité de travailler, entre autres. Environ 900 000 personnes bénéficieront de cette mesure. Au Soudan, le porte-parole de la police affirme qu'aucune balle réelle n'a été utilisée lors des manifestations antigouvernementales. Les manifestants ne décolèrent pas. Le président camerounais part en guerre contre les groupes criminels spécialisés dans les enlèvements avec demande de rançon. Face à la recrudescence de prise d'otages d'élevés dans la région d'Adamawa, Paul Biya a donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité pour mettre un terme à ces agissements répréhensibles. C'était à l'occasion d'un discours prononcé alors que les populations de la région de l'Adamawa affichent de plus en plus leur agacement face à la recrudescence des prises d'otages, ciblant principalement les éleveurs. Entre 2015 et 2018, 311 cas d'enlèvement ont été enregistrés dans cette région. Durant cette même période, 70 otages ont été exécutés par les ravisseurs, alors que plus de 2 milliards de francs CFA de rançon ont été payés pour la libération des victimes de kidnapping. L'intervention de l'armée n'a permis de libérer que 29 otages pendant cette période, la plupart des libérations étant consécutives au paiement d'une rançon. Région frontalière à la Centrafrique en conflit, l'Adamawa abrite de nombreuses bandes armées qui opèrent depuis des années, kidnappant des éleveurs et des membres de leur famille pour exiger des rançons. Conséquence, beaucoup de villages se sont vidés de leurs habitants qui dénoncent de plus en plus la faible détermination de Yaoundé à combattre les prises d'otages. Les réfugiés désormais mieux lotis en territoire éthiopien. Le pays leur accorde la possibilité de travailler, de bénéficier de l'enseignement scolaire et d'avoir des comptes en banque. Quelques 900 000 personnes réfugiées sur le sol éthiopien pourraient jouir de cette décision fortement saluée par l'ONU. Une décision approuvée jeudi par le Parlement éthiopien et qui est perçue comme étant l'une des plus progressives d'Afrique. Elle est consignée dans une loi historique devant désormais réglementer la vie des réfugiés dans ce pays et son adoption constitue une étape importante dans la longue histoire d'accueil des réfugiés de toute la région depuis des décennies selon le Haut-Commissariat aux réfugiés Filippo Grandi. Elle intervient dans un contexte où les États européens ont, depuis quelques années, du mal à s'accorder sur le sort à réserver aux nombreux immigrés fuyant notamment l'Afrique, tandis qu'aux États-Unis, le président Donald Trump souhaite construire un mur face à l'afflux de migrants à la frontière mexicaine. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Éthiopie accueille au total 905 000 réfugiés venus de pays en proie à des guerres ou troubles, notamment le Soudan du Sud ou la Somalie, ou encore fuyant des États autoritaires comme le Soudan et l'Érythrée. L'adoption de la loi devant désormais régir leur vie entre dans le cadre d'un plan plus large pour stimuler l'économie éthiopienne qui, en dépit d'une croissance rapide, doit faire face à l'un des plus forts taux de pauvreté du continent. Ils sont de la même origine, ils sont tous deux septuagénaires et pourtant, les candidats à la présidentielle du Nigeria ne pourraient pas être plus différents. L'ex-général Buhari affrontera le richissime ancien vice-président Atiku Abubakar. Tout se déroule sur fond de lutte anticorruption. Le président sortant, en arrivant à la tête du Nigeria en 2015, avait promis d'éradiquer ce cancer qui gangrène le premier producteur de pétrole du continent africain. Ironie du sort, il affrontera le 16 février Atiku Abubakar, vice-président sous Olusegun Obasanjo, qui a la réputation d'être un des hommes politiques les plus corrompus du pays.
Je pense qu'une autre chose que ce gouvernement a fait, c'est qu'il a concentré sa lutte contre la corruption sur des gens qui appartenaient à des partis politiques d'opposition, ce qui a donné un temps politique à la lutte contre la corruption. Il y a également une inefficacité particulière dans le processus d'enquête mené par la Commission nigériane contre les délits économiques et financiers. Il condamne et seulement après, il mène l'enquête, alors que l'enquête aurait dû avoir lieu avant la condamnation. Ainsi, lorsqu'ils se présentent devant le tribunal, le processus s'allonge et ils ne sont pas en mesure de présenter suffisamment de preuves pour que le juge puisse se prononcer en fonction des faits qui lui ont été présentés et, si possible, obtenir une condamnation. La corruption fait partie de l'arsenal à disposition des élites. Mais l'élite l'utilise depuis si longtemps que de nombreuses générations se sont succédées et ne voient aucune autre façon de faire les transactions. Elles pensent que c'est normal. La sobriété de Buhari est aux antipodes de la flamboyance d'Atiku Abubakar. Mais au terme de son premier mandat, la lutte menée contre la corruption est fortement critiquée. Aucune explication n'a été donnée par le communiqué de la présidence selon lequel le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a présenté dans l'après-midi sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Le président du Faso l'a accepté et a exprimé toute sa reconnaissance au Premier ministre et à l'ensemble de ses ministres pour leur engagement au service de la nation, ajoute le texte. Économiste inconnu du grand public, Paul Kaba-Thiéba était devenu en janvier 2016 le Premier ministre du président Kaboré nouvellement élu. Son profil correspondait à la priorité aux questions économiques et sociales données par le président Kaboré lors de sa campagne électorale dans ce pays sahélien pauvre de 18 millions d'habitants qui connaît un chômage massif, notamment parmi les jeunes qui représentent près de 3/4 de la population. Mais la question sécuritaire a rapidement pris de l'ampleur avec la première attaque djihadiste à Ouagadougou qui a fait 30 morts une semaine après sa nomination. Les attaques avaient commencé dans le nord du pays début 2015, puis se sont étendues en 4 ans à une large partie du territoire, devenant de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les djihadistes ont perpétré aussi plusieurs prises d'otages. Les forces de sécurité burkinabè semblent impuissantes à enrayer ces violences. Kaba-Thiéba avait cependant été reconduit 2 fois à la tête du gouvernement après des précédents remaniements. Selon des sources proches de la présidence, cette démission fait suite à la volonté du président Kaboré de donner un nouveau souffle à l'action du gouvernement, confronté aussi à une fronde sociale avec des mouvements d'humeur récurrents dans les différents services publics. Dans le cadre de l'Union africaine, ayant constaté des sérieux doutes sur la conformité des résultats publiés par la CENI, préoccupé par la crise électorale dans notre pays et animé par les soucis de justice, de paix et de stabilité aussi bien de la RDC que de la région, l'AMOUCA salue la venue à Kinshasa dans les tout prochains jours d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine en vue de prendre contact avec toutes les parties prenantes. L'AMOUCA et moi-même, nous vous assurons que nous sommes très ouverts et disposés à contribuer activement à la recherche dans la vérité des solutions à cette crise inutile. Dès lors que la vérité des urnes aura été rétablie, la coalition Lamouka reste disposée à travailler pour la reconstruction du pays, sans règlement des comptes, ni discrimination tribale ou ethnique, ni chasse à l'homme, et dans un esprit de réconciliation nationale. Deux personnes sont mortes des suites de leurs blessures dans les événements d'hier. Les médias et les chaînes d'information disent encore qu'il y a eu 3 morts, mais il n'y a eu que 2 morts. Et maintenant, les preuves concluantes montrent que le nombre de morts est de 2. La police soudanaise a affirmé vendredi que 2 personnes seulement étaient décédées lors de manifestations anti-gouvernementales la veille à Khartoum, des organisateurs du mouvement de contestation ayant auparavant fait état de 3 morts.
Cette info, selon laquelle 3 personnes ont été tuées lors des manifestations de jeudi, n'a aucune base et n'est pas fondée. L'annonce de la mort d'un garçon de 14 ans n'est pas fondée. Il y a eu des rassemblements avec très peu de participants dans plusieurs régions. Ces rassemblements sont illégaux, c'est pourquoi la police les a dispersés conformément à la loi en utilisant des gaz lacrymogènes sans faire de victimes ni même de pertes dans des propriétés privées ou publiques. 4 semaines après le début d'un mouvement de contestation populaire au Soudan, des centaines de personnes ont manifesté vendredi dans la capitale Khartoum lors de funérailles de manifestants. Avant de se rendre au cimetière, certaines personnes ont attaqué un véhicule de police proche d'après des témoins. Lors d'un autre rassemblement à Oudourman, la ville jumelle de Khartoum, des fidèles musulmans ont scandé « Liberté ». Paix, justice, dans une mosquée où ils s'étaient rendus pour la prière du vendredi. Dans un communiqué, Amnesty International a appelé vendredi Khartoum à mettre fin à la répression meurtrière des manifestations après avoir accusé les forces de sécurité de tirer des gaz lacrymogènes et des balles réelles à l'intérieur d'hôpitaux. Le président Omar al-Béchir a lui imputé les violences à des conspirateurs sans toutefois les nommer. Les 5 hommes ayant perpétré l'attentat de Nairobi, revendiqué par les Chebabs somaliens contre un complexe qui rassemble un hôtel, des restaurants et des bureaux, sont morts dans l'opération. 5 suspects ayant comparu vendredi sont soupçonnés de les avoir aidés. Ils font l'objet d'une enquête pour conspiration en vue de commettre un acte terroriste et appartenance à un groupe terroriste. À la demande des enquêteurs, le tribunal a prolongé de 30 jours la détention provisoire de 5 d'entre eux et jusqu'à mercredi prochain, celle d'une 6e personne, le temps d'approfondir l'enquête. Joël Nganga, chauffeur de taxi, aurait transporté un des assaillants à plusieurs reprises. Olivier Kanyangumuti, également chauffeur de taxi, aurait transporté un des assaillants au complexe attaqué. La seule femme du groupe, Gladys Kari Justus, aurait facilité une transaction suspecte via un système de transfert d'argent très populaire au Kenya, M-Pesa. Quant à Gouleid Abdi Hakim, qui possède la nationalité canadienne, il a été arrêté pour des communications téléphoniques suspectes, tandis que Osman Ibrahim aurait rencontré un des assaillants le 8 janvier. La 6e personne, Hussein Mohamed, a été en contact avec des islamistes d'après l'analyse de son téléphone portable. Mercredi et jeudi, des sources policières avaient annoncé l'arrestation de 11 suspects au total. Les Chebabs, affiliés à Al-Qaïda, ont indiqué avoir agi en représailles au transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, selon le Centre américain de surveillance des sites internet djihadistes, SITE. D'ici à 2025, 1000 cybercombattants supplémentaires seront recrutés et 1,6 milliard d'euros seront consacrés à la lutte dans le cyberespace, devenu un lieu de confrontation à part entière. Ainsi, les armées françaises sont dotées d'un système de lutte informatique offensive. C'est une manière de renforcer leur posture face à la multiplication des menaces. Et ces attaques cyber ne sont pas l'apanage du secteur civil. Nos systèmes militaires, eux aussi, sont épiés, visés, attaqués. En moyenne, ce sont donc plus de 2 incidents de sécurité par jour qui ont touché tout autant notre ministère, nos opérations, nos expertises techniques et même un hôpital d'instruction des armées. Nous renforçons donc nos effectifs et d'ici 2025, nous compterons au sein du ComCyber, de la DGSE et de la DGA 1000 cybercombattants supplémentaires. Nous renforçons les moyens avec 1,6 milliard d'euros investis pour la lutte dans le cyberespace. Nous considérons l'arme cyber comme une arme opérationnelle à part entière. C'est un choix nécessaire que nous faisons en responsabilité. Le ministère des Armées espère aussi sensibiliser les soldats à la part croissante du cyber dans les opérations et susciter des vocations alors que le vivier de gens compétents est limité et les besoins de plus en plus élevés dans les armées comme dans les entreprises.